je dois avouer que c'est un grand plaisir et un honneur spécial de faire cette conférence d'ouverture. C'est vraiment une grande responsabilité. J'espère que j'arrive à me débrouiller avec mon français. Sinon, je vous demande de l'aide. Et en fait, lorsque Philippe, très gentiment, m'a proposé ce défi un peu irrécusable, je me suis dit, ah bon, peut-être serait intéressant de parler un peu de cet enjeu qu'on mène aujourd'hui, et je dirais il y a 5 ans, chez Docomomo, parce que Docomomo, en fait, est, comme Philippe a bien dit, et c'est une création hollandaise des années fin 80, donc nous vivions une période absolument glorieux du postmodernisme, avec une attaque assez agressive sur les œuvres dites modernes. Et donc les Hollandais, un groupe de Delft, Hubert Jan Enkert et Wessel de Jong, bon, ils se sont mis dans le jeune Wessel avec le maître Hubert Jan à travailler sur l'importance de préserver quelques monuments modernes du XXe, surtout les Hollandais. C'est le cas du sanatorium Le Zonnerstal et aussi de la fabrique Van Eyck. Ils avaient un bouillon de culture avec Van Eyck, encore avec Erzberger, tous, enfin, ce groupe, disons, dissident du Siam était assez solidaire, et donc les choses, et aussi des personnages comme Rem Koolhaas, donc c'est un peu curieux tout ça, à la fin des années 80. Mais surtout l'intéressant, c'est que cette organisation, en fait, elle a une grande croissance. J'ai commencé mon mandat il y a presque 10 ans, en 2010, et justement, ma stratégie était celle d'élargir à d'autres continents. Lorsque j'ai pris le Docomomo, l'Europe, elle y était, et l'Amérique, disons, pas toute l'Amérique du Sud encore, et donc l'idée, c'était un peu de pas conquérir le monde, mais enfin, essayer de, pas seulement d'élargir, mais surtout, pour moi, c'était le plus important, c'était de réaliser un échange et une analyse critique du XXe siècle, du moderne, de ce processus de modernisation, comment la modernité, elle se tient dans différentes cultures. Et peut-être parce que je suis portugaise, j'ai ce privilège d'avoir chez moi, chez mon pays, une architecture moderne qui n'a jamais été, disons, très radicale. Vous savez très bien, le Portugal, c'est exactement un pays de grand développement industriel. Donc, l'architecture, elle dépend de l'industrie de la construction, et donc très chanceux. Nous avons eu, pas seulement des architectes, mais disons un processus qui s'est basé beaucoup sur les questions de l'identité, des radis culturels. Et donc, maintenant revenons à Docomomo. Pour moi, c'était vraiment naturel de poser la question de comment croiser ce immense monde en ce qui concerne ce processus de modernisation qui est toujours un processus de colonialisme, de colonisation, non? Et vous avez un de mes philosophes préférés pour ce sujet, c'est Paul Ricoeur, Histoire et vérité. Je crois que ce n'est pas par hasard que Kenneth Frampton a pris ce texte pour développer sur Tzoniz, sur Alexandre Tzoniz, les idées de régionalisme critique. Et justement, ce que Paul Ricoeur dit, c'est, bon, est-ce que nous, les peuples qui veulent se moderniser, c'est quelque chose de naturel lorsqu'on voit son voisin qui est en train de
enfin embrasser l'aventure de la, modernisation, du développement, enfin de tout cet éblouissement envers le futur. Est-ce qu'on reste coincé et dit ah non, on ne veut pas le chose, on veut rester traditionnel? Mais non, tout le monde veut aller. Mais la question, c'est le billet qu'on achète, ça implique qu'on efface tout de notre passé. Donc, c'est un peu cette question qui m'a menée à penser que c'est très intéressant de faire ce croisement. Et justement, il y a 5 ans, par exemple, dès Docomomo, et j'ai ce privilège, on travaille avec les pays du sud de l'Asie, avec Thaïlande, Indonésie, Myanmar, Vietnam, tous ces. Justement pour voir comment c'est le processus de modernisation chez eux. Et donc, finalement, je me tais parce que sinon, on ne va pas avoir de conférence et je commence à parler d'autre chose. Mais justement, pour avouer comme c'est important ces échanges et que peut-être ce principe idéal de eurocentrisme, ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, c'est vraiment mon argument. Mais comme Philippe a déjà démontré, je n'ai pas le temps d'écrire. Donc j'attends 2 années pour m'en aller et me prendre à une chaise et écrire. Bon, seulement une vision très rapide de ce qu'on fait. Ce sont nos partenaires. Alors on essaye d'avoir un bon réseau, c'est une question fondamentale à nos jours. Aussi, nos membres institutionnels, et je vais demander à monsieur prof Philippe Condivoinet que l'école de Grenoble devienne aussi un membre institutionnel, parce que c'est très, très important que la bibliothèque, etc., est en réseau avec nous. Donc nous avons un statement, qu'est-ce que ça veut dire, une espèce de constitution très, très, très bref, très hollandaise, je dis normalement, mais pour dire que justement, il y a 5 ans, on a ajouté, et je suis très fière d'être la présidente à ce moment, justement à Séoul, lorsque la 14e conférence a eu lieu à Séoul, en Corée du Sud, on a ajouté le mot « utilisation ». Donc, on a un peu abandonné le bateau exclusif de la documentation pour la conservation et on a vraiment embrassé ce que Philippe Condivoinet disait, cette idée assez large sur le moderne du XXe pour envisager les questions de réutilisation, de transformation, avec la conscience que ce n'est pas possible de conserver seulement parce qu'on dit c'est patrimoine et on doit conserver. Il faut avoir vraiment une raison sociale, économique, politique, culturelle pour cette attitude, pour défendre cette idée. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup à voir. Je ne sais jamais quel est le mot en français que je dois utiliser pour la sustainability, soutenable, c'est ça? Donc c'est toujours l'idée que pour une société soutenable, et nous les architectes, nous sommes, je crois, clés pour assurer ce futur, il faut envisager le patrimoine dans ce cadre large de la soutenance sociale, politique, culturelle et aussi économique. Ce n'est pas de nous mettre dans les mains du système capitaliste un peu sauvage qu'on est en train de passer through, je ne sais pas, qu'on traverse, mais ce sont les questions économiques de soutenance du futur. Et en plus, avec toutes les questions énergétiques qui sont en réseau avec ça. Bon, la
La prochaine conférence aura lieu à Tokyo. Je viens justement de Tokyo. On a vu tous ces problèmes climatiques avec le typhon, le tremblement de terre et les inondations. Ça a été vraiment affreux le samedi dernier que j'y étais là. Et donc, on prépare une conférence que je crois que ça va être un succès. Vous êtes tous invités. On verra. Pour la dissémination, on a différents atouts. Un d'eux, c'est justement l'exposition virtuelle. Donc, c'est un réseau entre tous les groupes de Komomo. J'ai déjà montré cette espèce de mappa mundi. Donc, nous avons 70, 71 groupes nationaux, peut-être 10 de plus qui sont dormants à ce moment. Mais donc, ça marche. Et justement, cette exposition virtuelle a été une tentative d'approximation à une dissémination proche du grand public. Et aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir de participer à la visite organisée, enfin, votre école, qui est un bâtiment extraordinaire. J'étais vraiment touchée. Je n'avais pas l'idée de, enfin, comme il est intéressant, excitant et vraiment un lieu à la façon publique et avec une échelle très humaine, pas exactement domestique, mais une échelle très gentille, je ne sais pas. Et qui héberge bibliothèque, cet auditorium, les classes. C'est très, très intéressant, vraiment, votre école. Donc, il faut la maintenir, je crois. Mais donc, ces actions de dissémination, elles sont très importantes. Nous le savons. Et donc, je vous souhaite la bonne chance pour demain. Je crois que c'est avec les enfants et après samedi avec le grand public. Donc, il faut vraiment le faire et vous l'avez fait très bien avec toutes ces explications très claires sur le remplan de Luz, la triade vitruvienne. Tout était parfait. Bon. Aussi, à Docomomo, chez Docomomo, on essaye de partager nos connaissances. Par exemple, je tourne l'attention pour ce livre qu'on a publié, et que c'est peut-être le premier livre de texte sur la conservation du moderne et qui est fait en anglais et en chinois. Le journal, on publie 2 journaux par an. On essaye, dès que j'ai pris le mandat, je travaille toujours, ou nous travaillons toujours avec un éditeur invité, donc un sujet est identifié, et après on travaille avec des invitations, avec un appel aussi à des applications, c'est ça comme... et donc, des thèmes très variés, par exemple, comme nous sommes ici près des montagnes, par exemple, celui-là, vous connaissez, Maillard, non? Ça, c'est le lignon qu'on va voir très proche. Ça, c'est Corée, par exemple. Ici, c'est un peu une discussion autour de l'éducation des architectes. Ici, c'était Franz Graf de Lausanne qui a été l'éditeur en chef. Ici, Horacio Torrent du Chili. Enfin, ça, ici, de Barcelone, Zaida Mouchi et Montaner, on a osé d'avoir un titre en une langue latine, le patrimonio vivo. C'est très agaçant, cette histoire qu'on parle toujours seulement l'anglais, mais enfin, c'est la vie. Et donc, je crois que ça suffit. On a déjà aussi des numéros dédiés à la question du design. Et en plus, nous avons des groupes, 6 groupes transversales à Docomomo, donc groupes qui réunissent gens de divers pays. On l'appelle des comités internationaux scientifiques, International Scientific Committee. Et donc, on a un pour les inventaires, les questions technologiques, donc les matériaux, la matérialité des choses et de la rénovation et de la restauration. Et très récemment a été créé un nouveau groupe
dédié au design, au mobilier et à enfin, une architecture d'intérieur, parce que c'est vraiment très éphémère tout ça. Et parfois, lorsqu'on discutait la question de la classification, la liste, la série Le Corbusier, patrimoine mondial à UNESCO, bon, on a pris vraiment un grand support de la question et enfin pour pousser la chose, on a fait pour la première fois un journal dédié, disons monographique, sur un architecte et les problèmes d'intervention sur les œuvres. Donc ce n'est pas une revue de plus sur Le Corbusier, c'est la seule revue qui traite des questions de comment intervenir, des cas d'études, des situations d'intervention sur les œuvres de Le Corbusier. Ça, c'est la photo à moi, sans pas de problème de droit avec celle-là. C'est Chandigarh. Et c'était très bien parce qu'on a réussi à travailler justement avec la Fondation Le Corbusier. Donc, on essaye d'approcher ce qui ont à voir avec les choses. Après, lorsque mon mandat a été renouvelé, ben, je me suis dit, ah bon, il ne faut pas rester seulement avec Corbu. Et donc, on a travaillé avec la Mies van der Rohe Society et un groupe allemand de Krefeld. Parce qu'en fait, je me rendu compte qu'il y avait des tas d'œuvres de mise en marche. Ceux de Aix-la-Chapelle, de l'école, qui découvraient la fabrique de Krefeld, qui était en train d'être enfin restaurée, la Neue Nationalgalerie de Berlin, le Kraunol, tout ça, ça fait un numéro très successful. C'est la première fois qu'on a eu un sold out, donc comment disons, sold out, épuisé, et on a fait la deuxième édition. Ça a été super. Louis Kahn, pourquoi pas. Je crois que Louis Kahn a beaucoup à voir avec Simonet et Cyril Simonet, je dis bien, et tout ce système modulaire et cette architecture de jointes sèches, d'assemblage sèche. Et ça a été vraiment une énorme découverte de travailler enfin quelques-unes des œuvres de Louis Kahn et de comprendre comment ça marche, cette restauration qui est très compliquée. Le Richardson à Philadelphie, ça a été vraiment un cauchemar. Bon, des choses enfin compliquées. Les pays du Sud-Asie, ça c'est le premier numéro enfin dédié à ces 10 pays. Ça c'est une image du grand stade du Cambodge. Récemment, les pays de l'Est avec mon ami, très très grande amie Henrietta Moračíková de Bratislava. On a travaillé les pays au-delà de comment dit-on, de fer, le mur de fer, justement. Et le dernier, c'est enfin la première fois qu'on a approché la question du tourisme de masse, surtout concentré sur la Méditerranée. Il y a beaucoup, je parlais maintenant avec tous les Sud-Asiatiques, ils disaient « Ah bon, il faut absolument qu'on travaille sur le Sud-Asie aussi en ce qui concerne la question du tourisme. » Bon, maintenant, je crois que j'ai fait une présentation assez brève du Docomomo et de nos préoccupations. Et en fait, je crois, et donc lorsque je me suis présentée pour prendre la position de présidente, j'avais ces deux lignes. D'un côté, l'élargissement avec cette idée de croisement de culture, enfin, essayer d'être pas si eurocentrique, parce qu'en fait, les Hollandais, ils croient vraiment que le mouvement moderne est né en Europe du centre. Je ne sais pas si c'est en Japon, par exemple. Et l'autre, c'était justement d'approcher les questions de comment intervenir, enfin, penser le patrimoine moderne comme un des thèmes du futur des architectes. Pas parce qu'on l'aime plus que les autres, mais parce que c'est comme ça. C'est comme ça.
C'est une question de recyclage. C'est trop difficile de tout détruire et de faire de neuf. Et maintenant, on commence à le sentir plus fortement, plus intensément. J'ai préparé quelques cas pour enfin vous présenter, pour qu'on puisse discuter un petit peu. Et donc, je commence avec un de mes favoris, parce que donc c'est la Cité du Lignon à Genève, et je l'aime beaucoup parce que c'est un cas qui concerne le logement, qui concerne, on peut dire, un logement social qui est un complexe de logements et d'équipements religieux, commerciaux, tout ça. Disons, c'est une petite ville satellite finalement. Donc d'un côté, le thème, de l'autre côté, parce que ça a été vraiment un succès. Le travail mené par une école, par l'académie, le cas l'École polytechnique fédérale de Lausanne, le laboratoire, le TSAM, technique de sauvegarde de l'architecture moderne. C'est le lab du professeur Franz Graf. Et en fait, lorsque Franz Graf et son équipe a démarré sur ce thème, le Lignon était décidé par le gouvernement suisse, par le gouvernement cantonal, je ne sais pas, détruire pour faire quelque chose de nouveau parce que c'était impossible de renouveler ce mur cortine, comment dit-on, le mur de verre, le rideau, le mur rideau. C'était impossible. L'idée, c'était c'est très cher et ça, du point de vue énergétique, c'est absolument impossible d'assurer un confort thermique d'une façon équilibrée et donc effacé. Je crois qu'on était en 2010, 2011. Et donc, Franz Graf a commencé à travailler sur ce thème. On a publié justement le deuxième journal 2010 avec le Lignon. Et ça a été très important et je suis très fière de ça, que notre travail, enfin, puisse bousculer un petit peu les choses. Et finalement, le gouvernement a décidé de maintenir et de donner cette analyse au lab, au TSAM, au lab de EPFL. Et après, en 2014, je crois, en plus, ils ont reçu le prix Europa Nostra et le prix aussi de l'Association d'architectes et d'ingénieurs de Suisse. Comment ça s'appelle? Oui, exactement. Oui, exactement. Donc ça a été vraiment le super succès. Qu'est-ce que le Lignon? Le Lignon, c'est un ensemble comme une ville satellite avec le logement et les autres équipements, avec par exemple des piscines au niveau de la toiture. Et qu'est-ce que nos amis ils ont fait? Ils ont vraiment étudié des façons diversifiées, différentes, de assurer le confort thermique d'une façon, je ne vais pas aller en détail maintenant, ce n'est pas possible, mais donc c'est la démonstration que c'est possible reprendre cas comme cela de murs rideaux et de montrer, ça c'est très suisse justement, vous voyez ici donc les différentes solutions, la maintenance, la remise en état, les rénovations et la façade neuve. Et donc ça a été étudié pour tous les cas et à la fin, disons, un mixte de ces solutions a été adopté et je crois qu'il est encore en travaux à ce moment. Mais c'est vraiment extraordinaire que ça a été possible de ne pas détruire cet ensemble comme d'autres qui ont... en France, il y a des tas d'ensembles de logements sociaux qui sont menacés et que parfois c'est de très très bonne architecture. Et on n'est pas sûr si ce que va être fait de nouveau, ça va être mieux justement. Dans le cadre des équipements scolaires, je veux vous montrer au moins
3 cas que je crois très intéressants. Ça, c'est l'école allemande de Lisbonne. C'est un projet de Otto Bartning, ses derniers projets. Et donc, c'était une petite école qui, il y a 10 ans, a décidé qu'il serait nécessaire de faire un projet d'ampliation, d'extension. Parce qu'en fait, il manquait une salle de sport et aussi vraiment un bâtiment pour l'école primaire, parce que le jardin d'enfants, il était partagé entre la primaire et c'était très petit. Et ça a été extraordinaire parce qu'ils ont fait un concours et le concours a été gagné par Carril de Graça, qui est un architecte de Lisbonne assez connu, je crois. Et en fait, le projet de João Carril de Graça, je dis toujours qu'il était à des années de lumière des autres, parce qu'il est parti de l'idée qu'il fallait vraiment regarder avec attention à Otto Bartning. Et le programme était impossible, parce que c'était trop de mètres carrés pour ne pas détruire Otto Bartning. Mais il a eu une idée vraiment, simple, comme toutes les bonnes idées. Et donc, il a mis le bâtiment des sports dans un des murs et il a accroché à l'autre mur l'école primaire. Ici, c'est une voie de grand trafic et donc ils ont étudié une façon de faire le barrage de son, etc. Et avec cette solution, ça a vraiment marché et donc on voit ici le nouveau bâtiment et l'autre aussi. Donc, ce n'est pas une mimétisation de Bartning, c'est tout à fait nouveau, mais ça marche vraiment très bien, même en termes fonctionnels, par exemple, des liaisons souterraines entre l'ancien et le nouveau, et enfin, l'ancien des années 50. Ça est là toujours, assez bien maintenu, entretenu. Les intérieurs ont été absolument renouvelés, mais dans un esprit intervention contemporaine, mais aussi de restauration, par exemple les cadres. Ça, c'est par exemple la transformation de l'ancien lieu des sports en bibliothèque, tous les plafonds nouveaux avec nouveaux matériaux, mais dans l'esprit, par exemple, aussi des questions de sécurité, parce qu'ils avaient improvisé ce système un peu horrible, parce qu'il y a eu un accident terrible avec un enfant qui est mort parce qu'il a pris l'escalier comme ça et il a tombé. Et donc, des solutions vraiment fondamentales. Une autre école qui fait partie d'un programme de rénovation d'écoles au Portugal, qui est un très intéressant projet, je crois, des années 50. Il est un des auteurs de Gulbenkian, qu'on verra à la fin. Et bon, c'est encore une fois la restauration et l'extension. Mais ici, la restauration a été assez tranquille. Par exemple, ce corbusien système de rampe est très, très bien restauré, mais il fallait aussi, par exemple, refaire. Donc, lorsque l'architecte Teresa est arrivé ici, vous regardez, tout était fermé, donc c'était très simple, c'est un peu de reprendre le sens de l'espace, mais aussi dans ce cas, et je introduis maintenant un nouveau thème, qui est le thème du confort, plutôt de la sécurité, et de la sécurité en ce qui concerne les questions sismiques.
c'est quelque chose qui est très important au Portugal. Et on voit justement ici ces cadres qui sont un peu agaçants, mais c'est la façon de répondre avec de la résistance d'une façon bon marché. Aussi, au Chili, ça c'est le CEPAL, c'est la Commission économique pour l'Amérique latine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Chili ici et de l'Amérique du Sud. Personne? Nous sommes tous français. Bon, mais le CEPAL, c'est un très joli bâtiment à Santiago, de Emilio Duarte, et qui a été assez, comment dit-on, pas détruit, mais abîmé, justement, merci, quand le tremblement de terre 2012 ou 13, des choses comme ça. Et le Docomo Mochil a fait un travail incroyable de, enfin, aidant de le restaurer. Et ce qu'on voit ici sont déjà des images du CEPAL restauré après cette catastrophe, disons. Mais sont vraiment les Japonais, et maintenant on va directement au Japon et je vais vous présenter des cas différents pour voir comment est-ce que ces questions, en ce cas de renforcement sismique, a été fait de façon différente. Ici, on est au Grand Musée national d'art occidental, qui est un atout. Bon, les Japonais, ils l'aiment incroyablement, parce que pour eux, c'est un prestige, c'est un honneur avoir une œuvre dite de Le Corbusier. Tout le monde sait que Le Corbusier est allé 2 fois au musée, mais c'est à lui. C'est le système corbusien, et en plus, il a ses disciples, Sakakura, Maekawa, Yoshimura, tout ça. Et donc, ce sont des images du musée avant la construction du grand Bukakaikan ici, de Maekawa, et on voit le système que Corbusier a essayé de remettre, en plus après Chandigarh, du musée de la croissance illimitée, et des systèmes d'illumination assez drôles, un peu compliqués. On dirait que ça ne fonctionne pas si parfaitement, mais en tout cas, pour les Japonais, ça c'est vraiment un atout ici, ces prismes qui prennent encore la lumière du nord pour ne pas abîmer les œuvres d'art et qui créent une ambiance très spéciale. Et alors, avec tous ces problèmes de tremblement de terre, qu'est-ce qui est arrivé? En 1917, le gouvernement japonais a vraiment pris, je ne sais pas combien de millions, trillions d'yens pour refaire le support du musée avec du caoutchouc. Je ne suis pas ingénieur de sisme, mais en tout cas, si j'ai bien compris, il faut couper tout et mettre du caoutchouc assez large. On le voit ici, ce sont mes photos, donc vous voyez, ces choses comme ça, c'est ce principe. Je crois que c'est une photo à moi en bas. Donc, et ça, c'est l'explication en japonais de la chose. Donc, ça a été l'édifice originel, et avec l'intervention entre 1917 et 1997 et 99. Et ça c'est l'explication, c'est parce qu'il y a de l'argent. Il y a aussi une grande fierté de mettre de l'argent
sur ce musée, sinon c'était impossible de le maintenir et de le utiliser comme un espace public, un équipement public. Mais il y a d'autres cas moins glamoureux, je dirais. Par exemple, la Maison internationale du Japon, qui est un bâtiment très intéressant, qui justement réunit les trois disciples corbusiens et qui aussi a été, enfin d'une façon pas si sophistiquée, a été renforcé et le jardin il a été tout fait. Et aussi un cas que j'aime bien présenter de cette petite école qui est une structure qui a été enfin menacée par les problèmes sismiques et aussi les problèmes de typhon. On la voit ici toute détruite après le typhon et qui a été refaite, restaurée avec un système parce que la construction, c'est une construction assez légère, donc la base de construction c'est le bois et une construction métallique avec du bois et donc la solution ici a été celle de refaire, vous voyez, avec ces pièces, enfin, assez délicates, je dirais, qui redonnent la condition d'utilisation de cette école. Et naturellement, on a utilisé cette image pour faire comment dit-on, le journal, comment dit-on, la couverture. Excusez-moi, un peu fatiguée. Et j'espère pas vous fatiguer beaucoup avec toute cette histoire japonaise, mais je crois que c'est très intéressant de voir comme ce pays qui a en fait une architecture moderne très très importante, très spéciale, de grande qualité. C'est naturel, c'est un pays qui a été absolument détruit pendant la guerre et qui se refait. Et donc, ça a été vraiment un oasis pour les architectes, notamment Kenzo Tang et tout son groupe. Et par exemple ici, c'est un autre cas, c'est une municipalité, c'est l'édifice de la municipalité, comment ça s'appelle? Hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville de Kagawa. Ils ont bien pensé, je me rappelle d'être là, je crois, 2014, 2013, que faire. Et donc, comme au Lignon, de différentes solutions ont été étudiées et ont été ici aussi comptabilisées. Et finalement, heureusement, la préfecture a décidé de ne pas détruire et de le réhabiliter. Et c'est très intéressant parce qu'en plus, l'architecture, les intérieurs, c'est incroyablement intéressant, tout ça. Et finalement, j'aime aussi beaucoup parler de ce cas qui est vraiment un privé. Donc, tous les autres sont des cas publics, des écoles, des musées, etc. Et ça, c'est une compagnie, la Yamanashi Broadcasting. Yamanashi, c'est une compagnie à Kofu. C'est une petite ville sans rien, une petite ville qui était totalement détruite après la guerre. Et qui a ils ont commencé à faire ces petites maisons. Et donc, finalement, ils ont eu cette Yamanashi, qui est la compagnie ça a commencé avec le radio, après aussi avec la télé, et naturellement avec le club de football. Donc, c'est donc le grand patrimoine, disons, social de Kofu, de la ville. Et ils ont demandé à Kenzo Tang de faire
une œuvre qu'il a enfin fait cette espèce de cathédrale métaboliste, non, très expressive. Et c'est le seul monument, disons, qui a cette capacité d'icône de la ville qui a rien. Et donc pour eux, c'était très très important de le maintenir. Mais avec tous ces tremblements de terre, ça marchait plus, ça marchait plus, ça marchait plus. Et donc ils ont donc la compagnie a entrepris le même système un peu plus tard, utilisé au musée Le Corbusier à Tokyo. Donc c'est la même chose, c'est un peu incroyable comment est-ce qu'ils font ça avec une compétence technique incroyable. Donc c'est vraiment un peu presque magique, non, de couper, de mettre le caoutchouc, etc. J'aimerais enfin voir comment est-ce qu'on fait ça. Et le dernier cas japonais, c'est ce musée de Sakakura. Sakakura qui a travaillé beaucoup avec Charlotte Perriand. On dit qu'il était absolument passionné pour elle, ce qui est naturel. Elle était vraiment extraordinaire. Et lorsqu'elle a été coincée au Japon, ils ont travaillé beaucoup ensemble. Et ce musée, qui est vraiment quelque chose de très très spécial et qui était, disons, condamné à être détruit, et maintenant dans un process de reconstruction aussi. Il était toujours fermé parce qu'il répondait, même ce petit bâtiment, seulement de 2 niveaux, ne répondait pas aux normes et donc il était fermé au public. Je crois qu'il est maintenant en process de réhabilitation, pas très bien faite, si je sais bien. Il faut le voir. Et donc, je m'approche enfin d'un cas que je connais assez bien, et je vais essayer de faire un petit résumé. Ici, disons que pas de problème sismique parce qu'en fait, c'est un bâtiment projeté en 1959 et inauguré 10 années après, et qui aujourd'hui, pour le Portugal, répond à toutes les exigences sismiques. Mais mais c'est une histoire un peu, enfin, canonique. Donc, cet édifice avec le musée Gulbenkian, comment dit-on, le siège, headquarters, le siège, oui, le grand auditorium et les expositions parallèles et un grand, enfin plus petit que le vôtre, parce que le vôtre c'est 53 hectares, non? Le parc, oui. Trentaine, oui. Ici c'est 7 seulement, c'est pas très grand. Le grand c'est le vôtre. Mais donc la Gulbenkian, c'est un cas très spécial au Portugal et à Lisbonne parce que au temps de la dictature, enfin de droite, on peut dire, de tendance fasciste, mais en fait un peu élastique, si je peux dire comme ça, parce que nous avons eu une dictature qui a duré 50 ans, ce qui est très étrange, donc notre dictateur, il a dû enfin s'adapter au nouveau temps. Par exemple, pendant la guerre, il supportait Hitler. On dit même que ça a été le ministre des étrangers du Portugal qui a présenté Franco, l'Espagnol, à Hitler, parce que Hitler disait « Ah non, non, Franco, non, 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 il était sauvage, il était sauvage ». Donc, pour voir comme sont ces réseaux. Et donc, cette fondation a été vraiment une espèce de île démocratique au Portugal de la dictature. Donc, la révolution a eu lieu en 1974. Et donc, on peut dire que 5 ans avant, un lieu nouveau avec un air
si on peut dire, de démocratie, de culture ouverte est née. Et en fait, cette fondation a été très importante pour mon pays parce que si l'édifice va être inauguré en 69, la fondation commence à travailler beaucoup plus tôt, en 56, très inspirée pour quelques des actions venues de France, par exemple, dans le cadre des actions de Malraux. Par exemple, la Fondation a instauré un système de bibliothèque itinérante à tout le Portugal. Donc, c'était un pays, à ce moment-là, avec une énorme illettratie. Je crois que 20% de la population savait lire, et de ces 20%, peut-être 5% femmes. Donc c'était vraiment la fin du monde. Et la Fondation Gulbenkian a eu un rôle très important dans cette transformation. Et beaucoup d'autres exemples. Mais je parle de ça pour vous dire que l'édifice, il devrait montrer justement, et ce serait la face de cette espèce de monumentalité différente de la monumentalité fasciste, normale, qu'on dit, bah, ça c'est un monument. Et non, ça c'est un peu étrange, Philippe a été là-bas, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Et donc, en fait, ce qu'on éprouve, c'est surtout le jardin, et l'architecture, elle existe en fonction du jardin. Et dans cette mesure, je crois que cet édifice, il est très japonais, parce que construction et jardin, ils se interpénètrent, ils se relationnent. Et donc, c'est comme pour les Japonais de Tokyo, le musée de Le Corbusier est très important. Pour nous, cet espace culturel, il est très important. Parce que c'est toute l'action de la Fondation, dès les bibliothèques itinérantes aux bourses pour les peintres. Disons que les peintres, les architectes, ils ont commencé, les musiciens, les mathématiciens, les scientistes, ils ont commencé à avoir des bourses pour aller ailleurs. Donc le petit Portugal fermé sur lui et sur les colonies commençait à éclater. Et l'édifice représentait justement cette nouvelle situation. C'est un édifice, comme on voit, construit finalement aux années 60 et profitant, je dis toujours, de la qualité de construction des années 60. Et ici, on l'éprouve exactement. Ici, c'est 70, c'est encore mieux. Par exemple, on voit ici les premiers dessins qui sont très fragiles. C'est un dessin très style international, un peu, on peut dire, un peu basique, non? Et ce procès a gagné de l'épaisseur, oui. Heureusement, pendant ces 10 années assez longues de construction, mais aussi d'hésitation, de nouveaux programmes, etc. Et donc, le résultat, c'est quelque chose de très, très simple, avec un béton brut, un système de cadre de très haute qualité qui est absolument fondamental pour l'aspect final de l'édifice, parce qu'en fait, tous les cadres, c'est très important. J'essaie de faire une comparaison entre les premiers dessins des architectes et ce que la chose est en fait devenue. Et c'est sûrement cette idée, ça c'est pas exactement le Raumplan, c'est surtout le plan libre de Le Corbusier, je dirais, et cette fluidité d'espace un peu Frank Lloyd Wright aussi, avec des souples différences de niveau, mais cette idée d'une continuité spatiale jusqu'à l'infini. Donc tous les plafonds, ils sont visibles, et aussi le sol, oui. C'est un peu comme vous ici. Donc, c'est les plafonds illuminés et le sol aussi illuminé. Et
pour assurer cette idée de grande horizontalité et d'espace absolument fluide, il a fallu enfin de mettre en sous-sol, ici c'est la ligne, non, ou ici, une grande, enfin peut-être quelque chose comme 60% de la construction, parce que c'était vraiment un édifice assez grand et assez complexe. Ici, on voit la construction. Donc, l'idée, ça a été vraiment très bien réussi, cette liaison, ce mariage entre le jardin et le bâtiment, et aussi le travail d'équipe entre les architectes et les paysagistes. Donc, ils ont toujours travaillé dès le début ensemble. Et ici, en fait, on voit le grand parking qui est, enfin, un jardin artificiel, c'est une plateforme, et on comprend que tout le terrain a été manipulé, préservant, par exemple, les espèces arbres, comment dit-on ça? C'est ça. Par exemple, ce eucalyptus, je ne sais pas comment dit-on, eucalyptus, très ancien, 200 ans, il a été maintenu, on voit ici c'est le coin du musée, ça, ici va être le coin de l'auditorium, donc ça a été vraiment un travail très attentif. Et le même pour tout ce que ce sont les installations. Un peu annonçant ce que Louis Kahn a défini comme l'espace serveur et servant. Serveur. Serviteur? Servi et servant, justement. Et donc, les servants, heureusement, ils ont été très généreux dans cette planification et ça a été très bon pour tous les travaux de, enfin, transformation, restauration qu'on va commencer à voir maintenant. Par exemple, ça c'est le deuxième auditorium qui a été tout refait et curieusement, on a compris après, avec la documentation, qu'on reprenait le premier dessin, des choses comme ça. Aussi, les questions importantes qui ont à voir avec les œuvres d'art qui sont un peu partout sur l'édifice, cette sculpture qui a été faite par un architecte et qui représente justement l'idée de ces compagnons architectes, le dedans et le dehors. Quelque chose, c'est un édifice qui se construit entre ces deux moments, en bas, en haut, comme ça. Toujours ces lumières, les patios, et maintenant, enfin, des problèmes qui ont été... Donc, il y a 15 ans, la Fondation a commencé un programme de restauration et réhabilitation qui a eu des échecs. Par exemple, un des échecs, c'est justement cette porte qui a été faite pour séparer le foyer de l'auditorium des expositions temporaires. Et je me rappelle toujours d'être avec le vieux architecte à Togui qui disait au designer qui allait faire ça, « Ah, il faut absolument reprendre le plafond. » Et c'est ça, c'est pas bien. Donc, c'est pas bien. Ces petits, enfin, solutions qu'on trouve maintenant pour résoudre les questions des mobilités, que c'est une autre exigence à répondre avec les nouvelles restaurations. Ici, on voit le musée qui a été enfin refait, enfin, ça marche à peu près, mais c'est complètement différent de l'ambiance des années 60 qui avait comment dit-on ça? Du tapis. La moquette, oui, c'était une moquette beige.
Et donc, c'était vraiment un espace comme Mies van der Rohe à Berlin. Donc, l'idée de quelque chose de très mou, de très suave. Mais la restauration du musée qui a eu lieu fin des années 90, 2000, c'était l'idée que c'était le bois et le système ancien portugais qui n'a rien à voir. Mais donc ça a eu beaucoup de discussions et ça a été très bon parce que lorsque la Fondation a décidé de commencer à faire la restauration, c'était la dernière partie de l'auditorium, avec toutes ces discussions et ça a permis de faire une œuvre très bien pensée et qui a eu vraiment un très bon résultat. Ce n'est pas parce que j'ai participé, mais en fait, j'ai dû me battre pour quelques petits détails qui font toute la différence. Non, c'est peu l'idée que Dieu est dans les détails, ou les détails sont en Dieu, quelque chose comme ça. Donc, on voit ici la construction de l'auditorium, parce que je crois que c'est absolument intéressant de vous rappeler que cette liaison entre l'intérieur et l'extérieur se maintient justement à l'auditorium. Et donc le fond de l'auditorium, là-bas, il y a un grand vitre, et on peut voir le lac, les oiseaux, tout ça. C'est vraiment extraordinaire. Et les architectes, ils ont été vraiment très persévérants avec leur principe de cette fluidité d'espace entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que la Fondation, avait un grand groupe de consulteurs, notamment les Anglais de Cambridge, de l'université de Cambridge, qui étaient les experts de physique des constructions. Mais c'est incroyable, la documentation. Vous ne croyez pas ce que les Anglais ils disaient des Portugais? Ils disaient qu'ils étaient vraiment stupides. C'est pas normal. Des architectes qui veulent mettre une fenêtre dans un auditorium, acoustiquement ça ne marche pas. Bon, ils disaient des choses incroyables. Mais les architectes, ils ont tac, 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 ils ont réussi. Donc, ici, on voit, et c'est vraiment extraordinaire. Lorsque la chose s'ouvre, non? Ici, on voit la construction, vous vous rappelez, de l'eucalyptus, c'est exactement le même. Et donc, le auditorium, c'est vraiment une œuvre très, très intéressante du point de vue du béton, des structures, et aussi de l'architecture d'intérieur. Et donc, et je vous demande 5 minutes, je termine. Lorsque on a commencé les œuvres en 2012 de la restauration, parce qu'il fallait absolument comment s'appelle ça, la scène, oui. La scène, donc cette horizontalité très intense, très accentuée, faisait que la scène, elle est en bas. Donc, il n'y a pas de taille en haut, elle est en bas. Et tous les ascenseurs, ils étaient vraiment critiques. Donc, il fallait absolument une intervention très urgente à cause de ça. Aussi, le canopy, il était vraiment dangereux parce qu'il pourrait tomber. Donc, il fallait absolument intervenir urgemment pour des questions techniques. Et ça a été vraiment un travail. Ici, on voit la Seine et vous voyez, tout est souterrain. Et ici, il y a très peu d'espace. Et donc, le grand défi, et ça a été vraiment extraordinaire, comment est-ce que la Fondation a accepté ça, c'était de assurer les questions d'incendie, la normative de sécurité européenne, l'enlargement des
des couloirs, la canopia, l'illumination de scène, l'air conditionné, des ascenseurs de scène. Tout ça devrait être neuf, mais comme s'il était exactement comme il était avant. Donc, on va voir ici qu'on a changé tous les couloirs qui ne répondaient plus aux normes. Par exemple, on a refait tous les revêtements cherchant d'améliorer les questions acoustiques, parce que, par exemple, le service de musique, il voulait enlever la moquette. Et là, j'ai dit, non, 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 je m'en vais si vous enlevez la moquette, parce que c'est plus cet auditorium des années 60. Si vous voulez faire un auditorium contemporain de 2020, c'est une autre chose. Si on veut restaurer. Et ça, ce sont des questions qui ne sont pas pacifiques, pas du tout. Par exemple, on a eu des problèmes très agaçants et des discussions terribles avec la sécurité d'incendie parce qu'il fallait absolument introduire entre l'auditorium et la scène un portique de béton. Alors, c'était la fin de l'intérieur-extérieur, de la fluidité d'espace. Et c'est justement ces petits atouts qui font le caractère de l'édifice qu'il faut maintenir lorsqu'on fait des œuvres des restaurations et des interventions. Et donc, je me rappelle de discuter horriblement avec les types de la sécurité. Je disais, non, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une autre solution. Et grâce au fait que l'édifice était déjà considéré monument national, on a réussi à faire la dérogue. On dit dérogue ? La dérogation. Et donc, on a trouvé une solution. Moi-même, j'ai discuté avec eux. Et donc, on a réussi à faire une porte de sortie de secours ici pour le lac. Et au foyer, je ne sais pas si on l'a, seulement pour vous expliquer ça. Ici le plan, dont la porte de secours, ici la scène, et ce foyer, on a décidé d'ouvrir toutes ces fenêtres qui étaient des cadres fixes. Et donc, soudain j'ai dit, mais si on ouvre tous les cadres, ah, ça marche. Parce qu'on ne peut pas jouer avec des questions de sécurité, il faut l'assurer. Mais la question c'est que parfois lorsqu'on prend les normatives d'une façon mouette, c'est vraiment compliqué. Et donc, d'une façon très simple, on a refait l'auditorium. On a eu de la chance parce que même le tissu des chaises, on a découvert le même type avec le même, comment ça s'appelle ? Velours, justement, la même couleur. Et aujourd'hui, l'auditorium peut répondre avec beaucoup plus de compétences qu'avant. Ça peut faire toutes les transmissions directes, tout ça. On peut ouvrir la fenêtre, on peut fermer. Et c'est vraiment quelque chose de réussi. Mais il a fallu vraiment des décennies pour que la Fondation mène avec beaucoup d'attention cette intervention qui a été la dernière sur les édifices. Et disons, si j'arrive à faire une conclusion, je dirais que la recherche, la documentation et le savoir sont des clés pour une intervention responsable. Qu'il faut naturellement répondre à la question de normative, sécurité, confort. Et finalement, l'éducation, c'est une stratégie de sauvegarde du patrimoine et aussi de compréhension de l'architecture contemporaine et de ce qu'on pourra faire sur le futur. D'ailleurs, dans la constitution d'Okomomo, le dernier point,
rappelle justement que l'étude, la recherche sur l'architecture moderne, c'est absolument fondamental pour créer une architecture du futur contemporaine assez responsable, enfin, et naturellement de qualité. On ne veut pas couper les ailes à la création, mais on croit qu'il faut, que c'est mieux d'établir une continuation, un système en continuité. Merci à tous.